Du bio, du bio, du bio, les Français raffolent du bio, la preuve, 9 Français sur 10 consomment désormais des produits bio et certains, 1 sur 7 pour être précis, en consomment même tous les jours. Résultat, le chiffre d'affaires du marché du bio affiche une croissance insolente à 2 chiffres, plus 16% l'an dernier, ce qui lui permet d'atteindre un chiffre d'affaires record de 8 milliards d'euros, chiffre toujours pour la France. Seulement voilà, pour pouvoir consommer bio, eh bien, il faut évidemment produire bio et la demande progresse plus vite que les capacités de production en France. Résultat, 30% des produits bio consommés en France sont importés. Heureusement, agriculteurs et distributeurs ont décidé de se retrousser les manches ensemble, à l'initiative notamment du gouvernement, pour atteindre 15% de production bio en France en 2022. Le bio 100% français, est-ce une utopie? C'est notre sujet du jour avec, pour en discuter, nos invités. Tout d'abord, Jean-Christophe Bureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et chercheur à AgroParisTech. Florent Gull, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Agence Bio. L'Agence Bio, je précise, qui est un groupement d'intérêt public qui est destiné à promouvoir l'agriculture biologique française. J'ai dit que le bio connaissait un succès, j'ai même dit insolent. Insolent, c'est pour tous ceux, évidemment, qui voient leur chiffre d'affaires diminuer tous les ans, alors que là, les producteurs bio et le secteur du bio, plus 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire l'an dernier, c'est exceptionnel quand même, Florent Gull. C'est une croissance qui est très forte. Comme vous le disiez, elle est liée à l'attente des consommateurs. Elle est très forte en pourcentage. Après, il faut relativiser en valeur aussi. 1 milliard d'euros, c'est pas rien. Oui, c'est 8 milliards qui parlent peut-être pas facilement à tout le monde d'euros de chiffre d'affaires. Il faut le ramener à la consommation alimentaire des Français sur une année. Ça fait à peu près 4% de l'alimentaire français. Donc c'est à la fois une progression très forte et on reste quand même, si je puis dire, à 4% avec donc encore des marges de progrès très importantes devant nous. Mais quand on parle de 4%, évidemment, c'est tout produit confondu. Si on le résumait seulement à l'agriculture et à la viande et aux poissons, on obtiendrait un résultat plus important, puisque là, vous avez raisonné en valeur. Florent Gull, donc, vous êtes directeur de l'Agence Bio. Un mot juste pour nous dire ce que c'est que ce groupement d'intérêt public ? Alors l'Agence Bio, qui a maintenant 16 ans d'existence, est là pour promouvoir et développer l'agriculture biologique. Concrètement, on fait 3 choses. On gère toutes les statistiques, notamment les chiffres de marché que vous aviez pu citer, la production agricole, le nombre d'agriculteurs, etc., et le nombre de surfaces cultivées en bio en France, voire en Europe, puisqu'on fait des statistiques européennes aussi. On aide, deuxièmement, à développer des projets de filières 100% françaises entre le champ et le magasin. Et troisième chose, on fait de la communication à destination de tous les publics, et en particulier des jeunes publics, puisqu'on a un partenariat avec l'Éducation nationale pour apprendre finalement aux enfants et aux jeunes ce qu'est l'agriculture biologique et ce qu'elle sera demain. Jean-Christophe Bureau, c'est vous le scientifique de l'affaire. Alors d'abord, moi j'ai envie de vous demander, c'est quoi un produit bio, un aliment bio ? Alors, il y a un cahier des charges qui est très précis, qui est d'ailleurs assez complet, puisqu'il n'y a pas seulement l'absence de produits phytosanitaires dans la culture, l'absence d'engrais, il y a aussi des valeurs un peu éthiques. Les animaux, par exemple, doivent vivre en liberté, en plein air, par exemple, les œufs. Donc, c'est un cahier des charges qui est, à mon avis, très complet. Et ça, je crois que c'est vraiment la grande force du bio. On a vu beaucoup de labels, certains promus par des intérêts pas toujours collectif, un peu privé, qui a essayé de vendre des caractéristiques des produits, agriculture raisonnée, agri-confiance, etc. Je pense que le bio, il a ce label bio, il a vraiment un intérêt, c'est d'être complet. Il y a plusieurs labels d'ailleurs, rappelons qu'il y a un label français, un label européen. Voilà, oui. Mais grosso modo, pour rester un peu simple, c'est quand même quelque chose à qui on peut faire confiance. C'est ça vraiment l'important, sur un ensemble de valeurs, et surtout, à mon avis, ce qui est vraiment très important, c'est sur l'absence d'utilisation de produits phytosanitaires, même s'il y a quelques dérogations sur lesquelles on pourra revenir. Voilà. Vous n'êtes pas professeur d'histoire, mais on va faire un petit peu d'histoire. L'agriculteur d'il y a 100 ans, très exactement, on est en 2018, donc 1918, à la fin de la guerre, les hommes qui ne sont pas morts au front reviennent à la ferme. Un Français sur 2 vivait de l'agriculture. En 1918, tout le monde faisait du bio. À quel moment on a arrêté de faire du bio, en fait ?
Alors, le bio, la fin du bio, ça correspond quand même à une période où on a, je dirais, ce qu'on appelle moderniser l'agriculture. Intensifier. Avec quand même des bonnes raisons qui étaient quand même d'accroître la production. Et si vous faites du bio... Donc là, on est après-guerre, après Seconde Guerre mondiale. Plutôt les années 50. Ouais. Si on fait du bio, c'est vrai qu'on a souvent besoin, pour des apports d'azote, de choses comme ça, de laisser des jachères ou des cultures de légumineuses qu'on ne va pas forcément récolter. Donc là, on a cherché à produire beaucoup plus, à amener des engrais minéraux. On s'est aperçu que si on mettait des produits chimiques, on se débarrassait d'herbes qui concurrençaient les plantes, d'insectes, etc. Et on est parti là-dedans quand même assez sans retenue, avec une espèce de scientisme, avec aussi un encouragement des écoles et des instituts auxquels j'appartiens. On doit faire notre mea culpa, on l'a fait. Et à ce moment-là, on a vraiment eu des systèmes beaucoup plus productifs. Tout ça parce qu'à chaque fois, d'une année sur l'autre, effectivement, eh bien, le rendement était bien meilleur. Tout à fait. Le blé, par exemple, on a triplé, quadruplé, quintuplé. On disait à l'époque qu'on gagnait 2 quintaux, c'est-à-dire 200 kilos hectares tous les ans, avec ce progrès technique. C'est plus le cas aujourd'hui. On a ce modèle-là qui trouve une certaine limite. On voit que les rendements de céréales plafonnent en Europe, par exemple, ce qui rend ce modèle quand même beaucoup moins intéressant. Et les agriculteurs... Si ce n'est qu'on produit 5 à 6 fois plus que ce que l'agriculteur de 1918 produisait. Tout à fait. C'est quand même important de se rappeler, parce que si on revenait à 100% de bio, ça poserait peut-être des problèmes, à moins qu'on ajuste l'ensemble du modèle alimentaire. Mais on aurait quand même des problèmes de Sachant que ce qui a évolué, ce sont les moyens mécaniques. C'est-à-dire qu'en dehors des produits qu'on ajoute... en 1918, on labourait avec un cheval quand il y en avait un et une charrue. Aujourd'hui, on a quand même des tracteurs exceptionnels qui font le travail quasiment tout seuls. Oui, tout à fait. Et ça facilite les choses. Bon, on a défini un peu le bio, on sait ce que fait l'agence bio, et on voit que c'est un marché en croissance, mais vous le disiez, ça ne représente que 4% de la consommation alimentaire des Français. Je me suis permis de corriger tout à l'heure, encore une fois, ces 4%, c'est sur l'ensemble de l'alimentation et des dépenses d'alimentation des Français. Si on le rapportait, puisque vous êtes dans la statistique, si on le rapportait seulement, par exemple, aux fruits et légumes, le bio dans la part de fruits et légumes consommés par les Français, c'est pas 4%, c'est un petit peu plus quand même. C'est un petit peu plus, mais on est dans le même ordre de grandeur. Oui. Il y a quelques produits qui sont vraiment imposés déjà aujourd'hui, en 2018, massivement en bio. Par exemple, sur les œufs. Les œufs, quand on raisonne en chiffre d'affaires, et bien sûr uniquement sur les œufs qui sont vendus en œuf, en format coquille, comme on dit, en magasin, on est en part de marché à un peu plus de 25% aujourd'hui. Le format coquille, c'est-à-dire l'œuf qu'on n'a pas encore cassé. Voilà. Après, on parle produits, comme on dit. Voilà. Les ovoproduits, c'est tous les dérivés des œufs, les œufs en poudre autres. D'accord. Sur 25%, donc un œuf sur 4 aujourd'hui consommé en France. En chiffre d'affaires, donc en volume, on est plutôt à 20%. Mais enfin, c'est de cet ordre-là de grandeur. Différence, et là, moi qui suis journaliste économique, je mets le doigt dessus, vous êtes en train de dire que le chiffre n'est pas le même entre le volume et le chiffre d'affaires. Pourquoi ? Évidemment, parce que les produits bio sont plus chers. Jean-Christophe Bureau, c'est inéluctable, le bio est plus cher. À produire et à l'achat, donc. Alors, on peut penser à du bio qui serait très, très industrialisé, dont les coûts de production baisseraient assez fortement. On a déjà des fruits et légumes un peu comme ça. Mais si on veut rester dans le cahier des charges bio avec ses composantes quand même éthiques et avoir une approche aussi de bio plus local, etc., c'est vrai que ça va être quand même plus cher. On a quand même des écarts de rendement entre du bio et du conventionnel qu'on peut compenser dans des stations expérimentales. On arrive à avoir les mêmes rendements, mais avec énormément de travail, de choses comme ça, pour désherber, etc. Ce qui fait que ça n'est pas complètement réaliste. Donc on a encore des écarts de rendement de l'ordre, à mon avis, au moins de 15-20%. Oui, 15-20%, en conditions réelles. Oui. Le bio, un champ de blé bio sera moins rentable ou productif plutôt de 15-20%. Pas rentable, puisque pour le coup, certaines études disent que même l'agriculteur bio gagne mieux sa vie que l'agriculteur... c'est pas certaines études, c'est ces dernières années une certitude. Les conseillers agricoles le montrent aux agriculteurs qui sont souvent quand même assez réticents à passer, y compris parce qu'il y a une culture de cette modernité, etc. Mais là, ces dernières années, avec les prix assez bas, par exemple des céréales, on voit quand même des conversions assez fortes, y compris de gens qui, je dirais, idéologiquement n'étaient pas particulièrement... Il n'y a pas un effet pervers des aides à la conversion, justement? C'est parce qu'on est aidé qu'on s'en sort mieux? Non, pas un petit peu, mais vraiment, cette croissance du bio, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est vraiment tirée par le
le consommateur, pas par les politiques publiques. Il y a des aides à la conversion, mais si vous prenez les 10 milliards d'aides qu'on donne à l'agriculture française, le bio plus les mesures environnementales en général, c'est 5%. C'est rien du tout. Donc il y a quelques effets d'aubaine. Je me mets à faire du bio pour avoir les aides à la conversion, et puis après j'arrête, mais c'est très très marginal. C'est vraiment un mouvement qui vient des consommateurs, et ça c'est très important. Les pouvoirs publics n'ont pas joué grand rôle dans cette histoire. Florent Gull. Oui, sur les prix, deux autres éléments peut-être complémentaires, puisque tout ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Également, l'aspect transformation et collecte, on le sait moins, on parle des coûts de production. C'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, quand un agriculteur fait des céréales en bio, lorsqu'il va livrer ces céréales dans un silo de stockage collectif, parce que cette étape, elle est primordiale, en bio, c'est plus cher. Pourquoi ? Parce qu'on va ramener souvent des céréales qui vont être mélangées. On parlait tout à l'heure des rotations de culture, d'un travail agronomique qui est plus complexe. On va fabriquer davantage de céréales ou en tout cas de production grande culture au même endroit. Et puis en silo, normalement, on met aussi des pesticides pour éviter on va avoir besoin parfois aussi de ressortir les céréales plusieurs fois dans l'année pour pouvoir les sécher, etc. Donc la manipulation de produits bio tout au long de la chaîne et pas uniquement à la production est aussi plus chère. Et enfin, troisième élément du coup clé sur les prix, c'est que les études montrent qu'il y a plus de main-d'œuvre. Alors ça dépend des productions bien sûr, mais globalement en moyenne il y a plus de main-d'œuvre en agriculture bio qu'en agriculture conventionnelle. Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, mais ça a des coûts aussi bien entendu. Alors c'est des coûts effectivement qu'on peut qualifier de positifs à l'échelle de évidemment des territoires et de la dynamique de nos territoires et de nos terroirs, mais ça veut bien dire qu'effectivement un produit bio coûte plus cher à produire. C'est aussi un sujet bien entendu sur lequel on va revenir, parce que quand on parle d'un bio plutôt français que venant de l'étranger, le coût et les salaires que l'on paye aux travailleurs, on le sait très bien, malheureusement, sont loin d'être équitables d'un pays à l'autre. Et donc, on a des pays qui vont effectivement être en concurrence que je qualifierais de déloyale, parce qu'on qualifie on paye des gens beaucoup moins. Vous, le directeur de l'agence bio, qui est un groupement d'intérêt public, vous parlez de concurrence déloyale, donc on met les pieds dans le plat. Les tomates bio espagnoles coûteront toujours moins cher que les tomates bio françaises, pour faire ça. On a cette différence-là qui est fondamentale, et effectivement, comme vous le dites, on n'a pas besoin d'aller très loin. Alors, des pays encore plus lointains où les coûts salariaux sont encore plus bas, évidemment, vont encore attirer dans certains cas de la production, parce qu'on se dit, tiens, c'est intéressant d'aller produire ou transformer. Je parlais de la transformation tout à l'heure. Faut pas oublier que l'alimentaire que l'on consomme en France est très majoritairement importé, notamment sur les produits transformés, mais même sur les produits bruts. On connaît la concurrence sur la viande, sur d'autres produits comme ça. En bio, on n'y échappe pas, notamment parce qu'encore une fois, les coûts salariaux sont encore plus importants. Vous allez en Allemagne où il n'y a pas de SMIC agricole, vous pouvez produire à des coûts effectivement beaucoup plus bas. Et jusqu'à 25% moins cher, effectivement. Facilement 25% moins cher. Donc l'enjeu numéro 1 pour les consommateurs quand ils privilégient des produits français, et encore une fois c'est vrai en bio mais c'est vrai en non bio aussi, c'est de favoriser effectivement l'emploi dans leur région. Jean-Christophe Bureau, ça veut dire il faut accepter de payer plus cher pour consommer du bio français. Tout à fait. Enfin, jusque-là, oui. Je dirais que ce qui est un peu le problème du bio, c'est que justement, il repose sur beaucoup de main-d'œuvre, et qu'en France, on a de l'énergie pas chère, on a du capital pas cher, et taux d'intérêt sont bas, et on a de la main-d'œuvre qui reste chère. Donc là, on a quand même un antagonisme. Et il est vrai que les aides agricoles vont être plutôt défiscaliser des carburants, etc., et pas suffisamment portées sur l'emploi. Et ça, c'est quand même vraiment, à mon avis, un des obstacles. Alors, si je vous écoute tous les deux, vous êtes en train de nous dire que produire du bio en France, c'est compliqué, c'est plus cher, et à la limite, autant l'importer, tout le monde est content, on a du bio dans son assiette. C'est pas une question de bio. Vous allez dans votre supermarché favori, je ne citerai pas de marque ici, mais regardez le rayon fruits et légumes, il n'y a rien du tout de français pratiquement. C'est absolument incroyable, en plein été. Si, il y a toujours... un petit bac avec... Un petit bac, voilà un petit bac. Mais même les navets sont belges, et tous les autres fruits et légumes viennent d'Espagne ou d'Italie. C'est absolument incroyable. Donc, toutes ces productions qui sont par essence assez intensive en main-d'œuvre, en France, nous avons un problème. Et pour l'élevage, c'est au niveau des abattoirs qu'on a aussi un problème vis-à-vis de l'Allemagne, comme ça a été dit, vis-à-vis de l'Espagne sur le porc. Donc, c'est pas un problème de bio, je dirais. C'est peut-être encore plus un problème de bio parce qu'il est naturellement plutôt intensif en main-d'œuvre. Florent Gull. L'enjeu, du coup, il est sur les coûts salariaux, vous l'avez dit, bien sûr, mais il est aussi sur le fait de trouver des salariés qui vont pouvoir, et des agriculteurs. L'enjeu, il est très, très fort devant nous, puisqu'on parle bien des 5-10 prochaines années. On estime qu'environ... Je rappelle l'objectif. L'objectif gouvernemental, le gouvernement s'est fixé pour obligation d'atteindre
15% de production bio en 2022, c'est-à-dire dans 4 ans. Donc là, il faut aller très vite quand même. C'est ça, sachant qu'aujourd'hui, on est environ à 6,5%, en tout cas au chiffre de fin 2017. Donc ça montre l'enjeu. Il faut quasiment tripler, quoi. C'est 250% d'augmentation. Plus que doubler. Pourquoi ? D'abord, 2 minutes sur ce chiffre. Il est important puisqu'on se dit, évidemment, il n'a pas été tiré au dé, ce 15%. C'est de dire, il faut doubler la capacité de répondre aux consommateurs en 5 ans. Le consommateur, on estime que sur la plupart des produits, il veut 2 fois plus de bio dans l'espace de 5 ans, et il faut revenir à une production française là où on sait faire et qu'on importe pour l'instant. Je pense par exemple aux céréales qu'on évoquait tout à l'heure, à une partie des fruits et légumes. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire en France, bien sûr, des produits exotiques, du café, du sucre, etc. Mais sur ce qu'on sait faire en France, l'objectif c'est d'y arriver. Donc les 15% viennent de là. Dans les 10 années à venir, on estime que plus de la moitié des agriculteurs français vont prendre leur retraite, qu'ils soient bio ou non bio. Et donc, l'enjeu numéro 1, il est là. C'est demain. Dans les 10 ans à venir. 10 ans à venir, on a une pyramide des âges qui, d'ailleurs, est vraie sur d'autres métiers, mais en particulier, puisqu'on parle de l'agriculture, c'est significatif. Donc, il faut créer des vocations, il faut permettre de la formation, il faut faire en sorte que demain, on ait des personnes qui viennent travailler dans cette agriculture. Sachant que les salaires, si je peux parler de salaire, les rémunérations, puisqu'elles sont composites avec beaucoup d'aides, ne sont pas très attractives. Je crois que 8 agriculteurs sur 10 conservent moins d'un SMIC à la fin du mois, et encore. En tout cas, les rémunérations sont un vrai problème, mais c'est pas, à mon avis, le seul sujet qui fait manquer d'attrait sur ces métiers-là. C'est aussi tout simplement la question de la ruralité. On nous parle souvent de déserts médicaux. Je crois que le désert agricole, c'est un vrai risque qui est devant nous, c'est-à-dire de ne pas attirer des jeunes diplômés, puisque là aussi en agriculture biologique, on a noté notamment en viticulture, une étude très intéressante a été faite l'an dernier, qui montre que les viticulteurs bio sont plus qualifiés que leurs homologues en conventionnel. Donc il y a tout un enjeu de formation à un niveau bac, plus 2. Les viticulteurs dans un domaine classé, la limite, je m'inquiète pas trop, même si la grêle et d'autres... oui et non, parce qu'il n'y a pas que le propriétaire, il y a aussi toute la main-d'œuvre, on l'évoquait. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est aussi que les systèmes bio sont quand même plus compliqués qu'un système traditionnel. Et toute la structure de formation des lycées agricoles, de l'encadrement du conseil agricole, pendant très longtemps, ça a un petit peu changé ces 5 dernières années, en particulier grâce je pense à Stéphane Le Foll qui a fait des réformes des programmes des lycées agricoles, des réformes assez à l'amont. Mais un agriculteur, c'est plus facile pour lui de balancer de l'ammonitrate et du glyphosate que d'entretenir un système herbager très compliqué où il faut arriver à avoir de la production d'herbes toute l'année constante, etc., ce qui est vraiment un problème, en plus avec le changement climatique actuel. Donc c'est vraiment un métier plus difficile. Et ça, on a manqué de formation jusque-là. Ça a quand même changé ces derniers temps. Florent Gull, l'objectif de 15%, donc à vous écouter tous les deux, c'est un beau rêve, mais il va être difficile à atteindre. Et puis, plus basiquement, ces fameux 100% de produits bio français, c'est totalement infaisable parce qu'il y a certaines choses qu'on ne produit pas tout simplement en France. Non, sur les 2 points, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur le 15%, d'abord, il est effectivement, on l'a dit, très souhaitable. Il est réaliste. On a évoqué beaucoup, effectivement, de limites, mais c'était l'objet. Il faut être aussi très concret et puis pouvoir dire que ça ne va pas être simple. Mais c'est faisable, notamment parce qu'on a un système agricole français par rapport à d'autres pays qui est quand même aujourd'hui relativement proche de la cible bio, si je puis dire. Enfin, quand on compare avec d'autres, prenons un exemple tout simple. Depuis plusieurs années, on parle de cette ferme de 1000 vaches en Picardie. Ça montre bien qu'on est capable de parler d'un contre-exemple, mais la plupart, par exemple, des élevages laitiers en France aujourd'hui sont encore en grande partie avec des vaches à l'herbe et donc ont une capacité, si contrairement à ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Certains landes, en tout cas en Allemagne, à d'autres pays d'Europe, voire du monde. Et donc, on est capable d'aller... alors, on est moins bien placé que l'Autriche, par exemple, qui aujourd'hui a plus de 20% de sa surface agricole qui est déjà en bio, mais n'empêche qu'on a une vraie force en France, des territoires ruraux qui sont restés très accessibles pour les agriculteurs aujourd'hui, avec des agriculteurs qui ont des pratiques, pour la plupart d'entre eux, qui ne sont pas si éloignés du cahier des charges, en tout cas, dont le chemin pour passer de leur point actuel à ce cahier des charges de la bio est faisable. Donc tout ça est un dispositif qui est en place. Puis un secteur très structuré avec des chambres d'agriculture, avec des syndicats. Des coopératives agricoles qui sont là pour effectivement accompagner le passage entre la production et jusqu'au bout la distribution. Parce qu'en fait, encore une fois, en agriculture, à part évidemment, et c'est très bien, quelques ventes directes qui peuvent se faire à la ferme, il faut quand même être réaliste. Derrière, il faut qu'il y ait tout un dispositif très intéressant de collecte et de transformation. Sauf que de ce que j'ai cru comprendre, la demande est toujours supérieure à l'offre. C'est-à-dire qu'on ne gaspille pas le bio.
Non, mais en même temps, cette demande, on a l'impression que pour pas mal de consommateurs, elle se fait progressivement également, c'est-à-dire qu'on a très peu de consommateurs disant absolument, il faut que demain je mange complètement 100% bio. La plupart des consommateurs Une revendication beaucoup des parents pour les cantines scolaires, et là pour le coup les mères disent ça coûte plus cher. Voilà, puis à l'arrivée d'un enfant à la maison, il y a un saut qualitatif vers le bio qui se fait. Tous ces phénomènes sont effectivement vrais, mais ceci étant, on a des consommateurs qui, alors on parle de progression comme vous l'avez dit tout à l'heure de 15-20% par an, c'est beaucoup. Mais ça veut dire aussi, encore une fois, que pour la plupart des consommateurs, la plupart du panier reste non bio et que progressivement, on va aller vers des produits. On commence souvent par les fruits et légumes parce que c'est très symbolique de ce qu'on a envie comme produit. Mais après, on va découvrir d'abord les œufs, le lait, le vin et au bout d'un moment, des produits plus élaborés, composites, avec plusieurs ingrédients qui sont tous bio et qui, là aussi, finissent par interroger et intéresser le consommateur. Jean-Christophe Bureau, je vous voyais un petit peu sceptique sur les objectifs notamment. Non, sur les objectifs, je crois que les 15% vont se réaliser, mais encore une fois, vraiment, ça vient des consommateurs. Ça, c'est tout à fait. Et je trouve que le rôle de l'État, de la politique agricole, pour une fois, ils montrent qu'ils ont le pouvoir. Je pense que les émissions de Mme Lucet ont fait plus que l'ensemble de la politique agricole pour la promotion du bio. Là, il faut voir qu'actuellement, on a quand même ces 10 milliards d'aides qui sont données de manière extrêmement indifférenciée, sans du tout ou très très peu favoriser la moindre transition écologique, etc. Je note qu'en Suisse, il va être mis au référendum le fait de réserver les aides publiques à des gens qui n'utilisent pas de pesticides. Ça, c'est quand même un signal très très fort. Nous, je ne pense pas que le milieu agricole français, qui est le ministère de l'Agriculture, qui est habitué à une cogestion de cette politique avec les syndicats agricoles, soit prêt à ne serait-ce qu'envisager quelque chose comme ça. Il faut préciser que les 10 milliards servent essentiellement de complément de rémunération. De revenus, mais pourquoi ne pas quand même essayer d'impulser une vraie dynamique en faveur d'une préservation, en particulier de la biodiversité et de systèmes un peu plus locaux. Un mot sur les distributeurs, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais la clé, c'est aussi la capacité pour les distributeurs à convaincre les consommateurs que la tomate bio, eh bien oui, il faut la payer plus cher, il faut accepter de la payer plus cher, mais que la qualité a un prix. Il n'y a pas que l'enjeu du prix, il y a aussi l'enjeu de la variété et l'enjeu de la saison. Je pense que c'est deux enjeux. De la variété, c'est-à-dire... ce que j'appelle la variété, c'est le fait que quand on... Il n'y a pas que la tomate cœur de bœuf, quoi, en gros, c'est ça. Et quand on est arrivé à un système aussi standardisé, c'est aussi parce qu'on a considéré qu'à un moment donné, le consommateur, en tomate, il voulait juste de la tomate grappe ou de la tomate cœur de bœuf. Qu'en pomme, s'il y avait de la Godelaine et de la Granny, ça allait bien à tout le monde. On voit bien depuis plusieurs années que ce mouvement est en train de bouger, que des consommateurs et des distributeurs s'intéressent à d'autres produits. Et en bio, vous êtes obligé d'avoir cette diversité-là, parce que si vous faites du monoproduit, vous êtes très, très, sous la pression parasitaire et sous la pression... Toutes les tomates ne mûrissent pas au même moment en fonction de la variété, et c'est vrai pour les pommes. C'est encore plus vrai pour le bio. Je crois que la force de la grande distribution, c'est d'avoir organisé une chaîne logistique absolument extraordinaire, quand on regarde, qui permet un approvisionnement constant dans l'année. C'est très facile de produire plein de tomates bio à très bas prix à un certain moment de l'année, mais ça a duré 15 jours. Il faut que les filières arrivent à se structurer. C'est très difficile, comme ça a été dit. Il faut des abattoirs certifiés, il faut des coopératives qui acceptent le mélange, etc. On a encore des réticences, en particulier du point de vue des coopératives, qui sont les gros collecteurs, pour une raison simple, c'est qu'actuellement, le seul secteur où les grandes coopératives, qui sont le contact avec les agriculteurs, font de l'argent, c'est sur la vente d'engrais et de pesticides. Du coup, comme c'est elles qui font aussi le conseil agricole et qui organisent un peu la logistique des filières au moins au premier stade, c'est quand même pas quelque chose qui est très satisfaisant, et je crois que là, on a vraiment du mal à faire bouger les choses. Alors, un distributeur comme Carrefour, qui est le premier distributeur français de produits bio, s'est engagé à aider, accompagner plus de 500 exploitants à se convertir au bio dans les prochaines années. C'est ce genre d'initiative qu'il faut saluer, promouvoir, initier, susciter. Je dirais encore une fois, c'est une démarche beaucoup plus globale. Il y a l'accompagnement évidemment indispensable des agriculteurs par les aides publiques, après que d'autres opérateurs complètent ces aides publiques par des démarches notamment qui jouent un rôle pédagogique. Par exemple, les consommateurs, pour certains, sont en train de découvrir ce qu'on appelle la période de conversion, c'est-à-dire qu'un agriculteur travaille en bio et qu'il faut plusieurs années avant que les produits soient certifiés bio. Donc c'est bien d'apprendre ça. Entre les deux, il a la dépense sans la recette qui va avec. Ça. Ouais. Donc ça, cet accompagnement, il joue un rôle intéressant là-dessus. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure,
les distributeurs ont cette double vertu à retrouver, la variété des produits, être capable de proposer autre chose qu'un produit standardisé qui effectivement aura beaucoup de mal à être en bio, et puis la saisonnalité, parce que quand on parle d'importation, surtout en fruits et légumes, il faut être clair, c'est un des enjeux. Si on consomme de la tomate au mois de janvier, c'est pas très compliqué, elle ne sera pas française. Ça, Donc, et certains de nos consommateurs, et c'est pas du tout, c'est la logique de l'évolution d'une vie de plus en plus urbaine, ne sont pas forcément conscients de cette limite-là, ou en tout cas pas janvier sans doute qui serait capable de le dire, mais si on fait une enquête dans la rue en demandant est-ce qu'il est possible de trouver des tomates au mois de mars, je pense que la plupart des gens vous diront oui, parce que de fait, ils les trouvent. Donc on a fini par brouiller les pistes à force de proposer des produits toute l'année, encore plus compliqué peut-être, mais pourtant c'était naturel à une époque. Parler de saisonnalité sur le lait, vous verrez que la plupart des gens vous diront bah non, le lait c'est un produit constant toute l'année, alors que c'est très très faux. Il y a une variation de 30 à 40% à peu près sur l'année entre les périodes où effectivement les vaches sont à l'herbe et peuvent avoir une nourriture plus riche et les moments où on a beaucoup moins de lait. Enfin, tout ça pour dire qu'à un moment donné, le distributeur, il a un rôle pédagogique à jouer. Certains l'ont déjà fait, de dire on fait plus de tomates entre novembre et mars et tant pis, on se prive peut-être d'un marché, mais on va jouer ce rôle pédagogique derrière. Sur ce mot de conclusion, peut-être aussi également pour vous, Florent Angul, les tomates du Pays-Bas, finalement, si les Pays-Bas peuvent les produire, on pourrait les produire aussi, et bio ou pas. Oui, non, mais je crois qu'on a vraiment un rôle collectif. Ce qui est intéressant, comme on l'a beaucoup dit, c'est le rôle du consommateur. Il ne faut pas lui faire porter une responsabilité, bien entendu, c'est un rôle moteur. On a vraiment l'impression que beaucoup de consommateurs se réinterrogent sur ce qu'il y a dans leur panier, ce qu'il y a dans leur assiette, que cette alimentation mondialisée, trop mondialisée, qu'on a connue depuis des années, ne leur convient pas, qu'ils veulent savoir d'où viennent les produits. L'avantage du bio, on ne l'a pas assez dit, c'est qu'il y a cette traçabilité, on sait d'où viennent les produits, une étiquette officielle apportée par un organisme habilité par l'État qui dit, mais qui est indépendant, mais qui dit voilà d'où vient ce produit. Quand il est écrit sur cette étiquette en dessous du logo européen bio, quand c'est écrit Agriculture France, vous êtes sûr que tous les ingrédients, si c'est un produit composite, ou en tout cas le produit agricole, si c'est un produit brut, est français. C'est une garantie, et bien sûr qu'il est bio. Donc ça, je pense que c'est très très important. Il faut absolument dire aux consommateurs, l'information existe, allez la regarder. Après, si vous avez le choix dans le rayon entre ce produit Agriculture France et un produit qui a été fabriqué bien plus loin, à vous de faire votre choix en fonction des différents arguments, dont celui du prix, bien entendu. Merci à tous les deux. Jean-Christophe Bureau, donc je rappelle que vous êtes professeur et chercheur à AgroParisTech, Florent Angul, directeur de l'agence bio. Et ce podcast a été enregistré à l'initiative de Carrefour. Carrefour, dans le cadre de son opération Act for Food, une plateforme qui traite de la transition alimentaire en apportant évidemment de l'information aux consommateurs que vous pouvez retrouver donc sur actforfood.carrefour.fr.